En décembre 1941, les troupes allemandes atteignent les environs de Moscou. Ils avançaient sans relâche depuis plus de 5 mois, rasant des villages, exécutant des civils et détruisant tout sur leur passage. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées, abattues ou brûlées vives au cours de l'opération. Usines bombardées avec des ouvriers à l'intérieur. Des trains remplis d'enfants ont été attaqués depuis les airs. Des femmes enterrées vivantes sous les décombres de leurs maisons. Évacuation sans nourriture, sans abri, sans destination. Des corps gelés dans les rues. Boulangeries vides. Des réfugiés mangent de l'écorce d'arbres. Une armée piégée par le froid. Mais à Moscou, le front s'est arrêté. L'offensive a échoué. L'hiver a commencé. Et la guerre a changé pour toujours. Quelles atrocités ont jalonné le chemin vers la capitale soviétique? Comment ont-ils transformé cette offensive en campagne d'extermination? Et pourquoi Moscou a-t-elle été le début de la fin du Troisième Reich? Le début de l'enfer, l'invasion de Moscou. Lorsque le ciel soviétique s'est rempli du rugissement de milliers d'avions allemands aux premières heures du 22 juin 1941, l'offensive militaire la plus colossale de l'histoire a commencé. L'opération Barbarossa, conçue par Hitler comme un coup dévastateur au cœur de l'Union soviétique, a déclenché une campagne de destruction qui surpasserait toutes les horreurs imaginables. Ce qui allait se passer n'était pas seulement une invasion territoriale, mais une tentative méthodique d'anéantir un peuple entier. La Wehrmacht avançait à une vitesse dévastatrice, écrasant la résistance initiale de l'armée rouge qui, sur ordre de Staline, occupait des positions trop avancées et vulnérables. Les divisions Panzer traversèrent la Biélorussie et entrèrent sur le territoire russe en suivant 3 itinéraires d'attaque. Au nord vers Leningrad, au centre vers Moscou et au sud vers l'Ukraine. La route vers la capitale soviétique a été ouverte par les victoires allemandes à Smolensk et à Vyazma, où des centaines de milliers de soldats soviétiques ont été capturés dans des poches d'encerclement géantes. L'avancée allemande était basée sur une stratégie de guerre qui brisait toutes les conventions internationales. Les unités de la Wehrmacht et des SS opéraient sous des ordres explicites qui réduisaient l'invasion à une croisade d'extermination. Le haut commandement allemand avait établi des directives telles que le Kommissarbefehl, qui ordonnait l'exécution immédiate des commissaires politiques soviétiques, et le décret dit de juridiction militaire qui permettait aux soldats d'exécuter tout civil suspect sans procès. La guerre contre le peuple soviétique ne ferait pas de distinction entre les militaires et les civils. Tous étaient considérés comme des cibles légitimes. Le 21 juillet, quelques semaines avant que les troupes terrestres n'atteignent la banlieue de Moscou, la capitale soviétique a connu son premier bombardement aérien massif. Plus de 200 bombardiers de la Luftwaffe ont déversé leurs charges mortelles sur des usines, des gares et des zones résidentielles. Le ciel de Moscou s'illuminait de la lueur orange des incendies, tandis que les sirènes des raids aériens hurlaient dans la nuit. Des milliers de civils se sont précipités vers des abris de fortune ou des stations de métro, beaucoup sans en sortir à temps. L'un des impacts les plus dévastateurs de cette première attaque fut la destruction de l'entrepôt central de nourriture, qui abritait environ un tiers des réserves de céréales de Moscou. Les bombardements de cette nuit-là ont fait 1500 morts et des dizaines de milliers de sans-abri. Bientôt, le paysage urbain commença à se transformer. Les parcs devinrent des camps de réfugiés, les coins de rue des postes de garde, et chaque bâtiment important fut entouré de sacs de sable et d'emplacements anti-aériens. La stratégie allemande dans son avancée vers Moscou comprenait la destruction systématique de toute infrastructure susceptible de soutenir la résistance soviétique. Les usines d'armement étaient des cibles prioritaires. L'usine d'aviation numéro 22, l'un des principaux complexes industriels de la ville, a subi des bombardements consécutifs qui ont provoqué l'effondrement d'entrepôts entiers avec des ouvriers encore à l'intérieur. Ce sont principalement des femmes et des adolescents recrutés pour remplacer les hommes envoyés au front qui meurent ensevelis sous les décombres et les machines en feu. Alors que les Allemands approchèrent de Moscou, plus de 2 millions d'habitants furent évacués dans des conditions chaotiques vers l'est. Des trains surchargés partaient sous les bombardements. Des familles étaient séparées au cours du voyage et de nombreuses personnes mouraient pendant le voyage à cause du froid, de la faim ou des raids aériens constants. Les autorités soviétiques ont ordonné le transfert du corps embaumé de Lénine, de ses réserves d'or et de documents gouvernementaux vers des villes de l'Oural afin de protéger les symboles et les ressources de l'État.
Pour ceux qui n'ont pas pu évacuer, la vie à Moscou est devenue une lutte constante. Les autorités ont coupé l'alimentation électrique de vastes zones pour rendre difficile la tâche des bombardiers allemands, laissant des quartiers entiers dans le noir, alors que les températures commençaient à baisser avec l'arrivée de l'automne. Les boulangeries sont devenues des centres névralgiques où se formaient des files d'attente interminables. Certaines personnes ont attendu jusqu'à 6 heures pour recevoir une ration réduite de pain qui suffirait à peine à nourrir une famille pendant une journée. Début novembre 1941, Moscou était partiellement en ruine. Sa population avait été décimée ou déplacée, et les unités avancées allemandes pouvaient déjà voir les dômes du Kremlin à travers leurs jumelles. Cependant, quelque chose d'inattendu a commencé à se manifester. Les premiers signes de l'hiver le plus rigoureux que la Russie ait connu depuis des décennies. Cela marquerait également le début de l'épuisement allemand et la première fissure dans la machine de guerre nazie apparemment invincible. Des villages rayés de la carte, l'avancée exterminatrice. Division Panzer avançait vers Moscou au cours de l'été et de l'automne 1941. Une campagne silencieuse d'extermination se déroulait parallèlement dans le cœur rural de l'Union soviétique. La stratégie militaire allemande ne se limitait pas à vaincre l'armée rouge sur le champ de bataille. Elle s'est étendue à une politique délibérée de terreur et de destruction contre la population civile. La tactique de la terre brûlée, traditionnellement utilisée à des fins défensives, a été mise en œuvre par les Allemands comme une arme offensive avec un objectif clair, l'anéantissement systématique de communautés entières. Dans les régions agricoles de Smolensk, Briansk, Kalouga et Riev, les champs cultivés sont devenus des cibles prioritaires. Les unités avancées allemandes ont systématiquement rasé les récoltes mûres, les arrosant de carburant et les incendiant sous les yeux impuissants des paysans. La fumée noire des champs brûlés s'élevait en colonnes visibles à des kilomètres à la ronde, créant un paysage apocalyptique qui s'étendait sur toute la Russie occidentale. Cette destruction n'était pas un acte de vandalisme, mais une stratégie calculée pour éliminer toute source de nourriture qui pourrait subvenir aux besoins de l'armée rouge et de la population civile. Les machines agricoles ont subi le même sort. Les tracteurs ont été détruits, les charrues rendues inutilisables et les animaux de trait ont été abattus d'une balle dans la tête. Dans des régions comme Yelnya et Vyazma, les officiers allemands ont forcé les paysans eux-mêmes à brûler leurs greniers et leurs réserves de semences sous la menace d'une exécution immédiate. Cette pratique a eu un double impact: la destruction matérielle immédiate et l'élimination de toute possibilité de récupération future par la destruction des moyens de production agricole. La destruction de villages entiers a suivi des schémas systématiques qui témoignent d'une politique coordonnée. Selon les rapports d'après-guerre, plus de 600 villages ont été complètement détruits en Biélorussie, en Russie et en Ukraine. Le cas de Katyn, en Biélorussie, illustre cette brutalité organisée. Le 22 mars 1943, des soldats du 118e bataillon Schutzmannschaft ont enfermé 149 habitants, dont 75 enfants, dans une grange et y ont mis le feu. Alors que les structures brûlaient, les mitrailleurs postés tout autour tiraient sur quiconque tentait de s'échapper. Seules 7 personnes ont survécu. Les unités SS, en particulier les Einsatzgruppen et les brigades de police, opéraient selon des protocoles établis pour ces actions de pacification. En arrivant dans un village, ils rassemblaient toute la population sur la place centrale. Les hommes et les femmes étaient séparés. Les hommes étaient généralement abattus ou pendus en public, tandis que les femmes étaient systématiquement violées avant d'être brûlées vives dans des bâtiments fermés et arrosés de kérosène. Les enfants étaient souvent jetés dans des puits ou enterrés vivants pour économiser des munitions. La politique allemande consistait à punir collectivement des communautés entières pour tout signe d'activité partisane. Les ordres du général Reinhard Heydrich a explicitement déclaré que l'extermination de villages entiers, y compris tous les habitants, constitue un outil légitime de pacification. Cette logique de terreur dictait que si une embuscade se produisait dans une zone, tous les villages à quelques kilomètres de là devaient être punis, sans enquête ni distinction. Au cours des 6 premiers mois de la campagne de l'Est, plus de 5000 villages ont été totalement ou partiellement détruits. Dans de nombreux cas, la mortalité dépassait 80% de la population totale.
Les listes compilées par le Commissariat du peuple à la défense en 1943 ont recensé plus d'1 million de civils tués dans les seules zones rurales, sans compter les grandes villes ou les camps de prisonniers de guerre. Les quelques survivants de ces massacres ont connu un sort guère plus clément. Dans de nombreux cas, les soldats ont délibérément laissé en vie certains enfants orphelins, non pas par compassion, mais comme une forme de punition supplémentaire, sachant qu'ils mourraient lentement de faim. Ces jeunes erraient dans des champs désolés, se nourrissant de racines, d'écorces d'arbres ou de charognes. Beaucoup d'entre eux ont été retrouvés des semaines plus tard par les unités soviétiques, déjà dans un état terminal de malnutrition ou souffrant de graves engelures. D'autres survivants furent déportés par les troupes allemandes et envoyés dans des camps de travail en Pologne ou en Allemagne. Là, ils sont morts dans des conditions d'esclavage, en construisant des fortifications ou en travaillant dans des usines d'armement sous des régimes de faim et d'épuisement. Les enfants de ces villages, en particulier ceux présentant des traits que les nazis considéraient comme aryens, étaient séparés pour des programmes de germanisation forcée, où leur identité culturelle était effacée, et ils étaient assignés à des familles allemandes. La machine de propagande nazie justifiait ces actions en présentant les villages soviétiques comme des nids de bolchevisme ou des foyers de résistance partisane. Les soldats allemands ont reçu des brochures d'instruction les avertissant que tout civil russe, même les enfants ou les personnes âgées, pouvait être un ennemi caché. Cette déshumanisation systématique a facilité l'exécution d'ordres criminels, permettant à des hommes ordinaires de devenir les bourreaux de villages entiers. Dans certaines régions, comme Smolensk, Briansk et le nord de l'Ukraine, la densité de population rurale a diminué de plus de 70%, créant de vastes zones de terre dépeuplées qui prendront des décennies à se reconstituer. Même dans les cas où les structures physiques ont été reconstruites après la guerre, le tissu social et culturel de ces villages a été irrémédiablement endommagé. Frozen Alive, l'hiver qui a détruit une armée. En novembre 1941, alors que les troupes allemandes pouvaient déjà apercevoir les dômes du Kremlin depuis les faubourgs de Moscou, la nature a déclenché sa propre contre-attaque. L'hiver russe le plus impitoyable depuis des décennies. Alors que les températures chutaient jusqu'à moins 40 degrés Celsius, un voile blanc recouvrait à la fois les envahisseurs et les défenseurs, transformant la bataille en une lutte désespérée contre un ennemi invisible mais omniprésent, le froid extrême. Ce phénomène météorologique n'a pas été seulement une toile de fond pour la guerre, mais un facteur crucial qui a redéfini le cours de la guerre et a augmenté de façon exponentielle les souffrances humaines. La Wehrmacht, conçue pour la Blitzkrieg et confiante dans une victoire rapide avant l'arrivée de l'hiver, s'est retrouvée complètement démunie pour une campagne hivernale prolongée. Les soldats allemands, qui avaient marché vers la Russie en uniforme d'été et d'automne, manquaient d'équipements de base pour des températures inférieures à zéro. Les bottes standards, adaptées au climat d'Europe centrale, se sont révélées mortelles dans les steppes russes. Le cuir durcissait au point de devenir cassant, tandis que les semelles fines permettaient au froid de pénétrer jusqu'aux os, provoquant des gelures massives. La machine de guerre allemande, technologiquement avancée mais mal adaptée au froid extrême, commença à échouer systématiquement. Les lubrifiants des chars Panzer se sont solidifiés, empêchant le mouvement des tourelles et des systèmes de tir. Les moteurs des véhicules ne démarraient pas le matin, ce qui les rendait inutilisables pendant les heures critiques. Les batteries sont devenues inefficaces. Le carburant a gelé dans les conduites d'alimentation et les armes se sont bloquées lorsque les mécanismes métalliques se sont contractés à cause du froid. Même les activités les plus élémentaires devenaient dangereuses. Toucher du métal sans gants faisait coller la peau instantanément, provoquant des blessures douloureuses lorsqu'elles se détachaient. Les rapports médicaux de l'Oberkommando des Heer ont documenté un phénomène inconnu des médecins militaires allemands. Des cas massifs de Kälteschäden, blessures dus au froid, qui ont submergé les hôpitaux de campagne. Entre novembre 1941 et février 1942, plus de 100 000 soldats allemands furent évacués en raison de graves gelures. Les amputations sont devenues courantes à mesure que la gangrène et la nécrose affectaient les membres, les oreilles, le nez et les organes génitaux exposés au froid. Les unités médicales, sans expérience préalable avec ces pathologies, improvisaient des traitements souvent inefficaces. La situation sanitaire s'est rapidement détériorée des deux côtés.
La dysenterie, le typhus et la pneumonie se propagent à une vitesse alarmante dans des conditions de surpopulation et d'hygiène médiocre. Dans des régions comme Klin et Kaluga, les corps ne pouvaient pas être enterrés en raison de la dureté du sol gelé qui s'accumulait entre les tranchées. La décomposition, ralentie par le froid mais pas complètement stoppée, a créé un environnement malsain qui a favorisé la transmission des maladies. La faim a exacerbé les effets du froid. Les lignes d'approvisionnement allemandes, s'étendant sur plus de 1000 km depuis leur base en Pologne, étaient constamment perturbées par les attaques des partisans et les conditions météorologiques défavorables. Les soldats recevaient des rations de plus en plus réduites et irrégulières. Le désespoir a conduit à des cas documentés de soldats allemands consommant du cuir bouilli provenant de ceintures et de sel, de la mousse grattée sur les arbres ou des animaux morts trouvés en chemin. Un morceau de pain congelé pourrait déclencher des combats mortels entre soldats d'une même unité. Du côté soviétique, la situation alimentaire était tout aussi critique. Les rations quotidiennes des défenseurs de Moscou furent progressivement réduites au minimum de survie. Moins de 300 grammes de pain noir par jour, souvent mélangé à de la cellulose et d'autres substituts pour augmenter son volume. La soupe distribuée aux unités de première ligne était principalement composée d'eau chaude, avec des traces d'orge ou de pommes de terre pourries. La famine extrême a conduit à des situations désespérées, les soldats des deux camps récupérant de la nourriture dans les poches des cadavres gelés. Pour la population civile coincée entre les lignes de front, l'hiver représentait un génocide climatique. À Moscou et dans les villes de l'Ouest soviétique, des milliers de familles subsistaient sans chauffage, sans eau courante. Les canalisations avaient éclaté à cause du gel et avec une électricité intermittente ou inexistante. Les maisons, dont beaucoup ont été endommagées par les bombardements, n'offraient aucune protection efficace contre les températures extrêmes. Les familles dormaient entièrement habillées, souvent plusieurs personnes partageant une seule couverture pour générer de la chaleur corporelle. Dans les villages partiellement détruits par les combats, les conditions étaient encore plus précaires. Des familles entières se sont regroupées dans des sous-sols ou des abris de fortune, brûlant tout matériau combustible disponible, meubles, livres, vêtements, et même les structures en bois de leur propre maison. Cette recherche désespérée de combustible comportait des risques mortels. Sortir pour ramasser du bois de chauffage signifiait s'exposer aux tirs des patrouilles allemandes, qui considéraient tout mouvement comme potentiellement hostile. Le froid extrême interagit de manière mortelle avec la malnutrition, multipliant leurs effets. Les corps affaiblis par la faim perdaient leur capacité à générer de la chaleur, entrant dans un cercle vicieux où le froid augmentait les besoins caloriques tout en diminuant la capacité à obtenir de la nourriture. Les enfants et les personnes âgées, aux réserves physiques limitées, ont été les premières victimes de cette combinaison mortelle. Dans de nombreuses familles, les adultes ont renoncé à leur propre nourriture pour prolonger la survie des plus petits, accélérant ainsi leur propre détérioration. Les maladies hivernales étaient aggravées par le manque quasi total de soins médicaux. Sans accès aux antibiotiques ni aux conditions sanitaires de base, des infections relativement mineures sont devenues mortelles. Les plaies dues aux engelures, si elles n'étaient pas traitées immédiatement, se transformaient rapidement en gangrène gazeuse. Les maladies respiratoires, de la bronchite à la pneumonie, se propagent facilement dans les espaces surpeuplés et mal ventilés. La dysenterie, causée par la consommation d'eau contaminée ou d'aliments avariés, provoquait une déshydratation sévère qui, combinée au froid, était souvent mortelle. L'hiver 1941-1942 devient paradoxalement un symbole de la résistance soviétique. Alors que les troupes allemandes succombaient au froid, à la faim et à la maladie, l'armée rouge, tout aussi affectée mais soutenue par la détermination de défendre sa patrie, réussit à se réorganiser pour une contre-offensive qui allait changer de manière décisive le cours de la guerre. Ce changement dans l'équilibre des pouvoirs a coïncidé avec une augmentation de la violence contre les civils dans les territoires occupés, où les forces allemandes ont intensifié leur campagne de terreur. Terre de Fosse, l'horreur aux portes de Moscou. Alors que les forces allemandes approchaient de Moscou à l'automne 1941, la dimension criminelle du conflit atteignit des niveaux sans précédent. Au-delà des opérations militaires conventionnelles, les territoires occupés sont devenus le théâtre d'atrocités systématiques, fusillades de masse, pendaisons publiques,
incendie de villages entiers et exécution sommaire de prisonniers de guerre. La barbarie dont font preuve les habitants des faubourgs de la capitale soviétique n'était pas le produit du chaos inhérent au combat ou des excès individuels, mais la mise en œuvre méthodique d'une politique de terreur visant à anéantir toute forme de résistance réelle ou perçue. Dans les forêts des régions de Smolensk, Kalouga, Rdjev et Vyazma, des unités spéciales ont creusé des fosses communes où des centaines de prisonniers et de civils ont été méthodiquement fusillés. Ces crimes ont été perpétrés principalement par les Einsatzgruppen, des escadrons d'exécution mobile sous le commandement des SS, mais avec l'implication fréquente et le soutien logistique des unités régulières de la Wehrmacht. Un document saisi par l'Armée rouge en janvier 1942 de l'Einsatzgruppe B enregistre avec une précision bureaucratique l'exécution de 872 personnes dans la banlieue de Vyazma. Parmi les victimes figuraient 135 commissaires politiques présumés, 287 femmes accusées d'activités partisanes et 94 enfants qui auraient tenté de s'échapper pendant l'opération. Le document détaille même les dépenses en munitions et le temps consacré au processus. Les exécutions suivaient un modèle établi qui maximisait l'efficacité et minimisait la résistance. Les prisonniers étaient rassemblés en rangées, souvent après avoir creusé leur propre tombe. Ils ont été dépouillés de leurs manteaux et de leurs objets de valeur, notamment de leurs alliances et de leurs prothèses dentaires avec des plombages en or. Ils étaient ensuite conduits au bord de la fosse par petits groupes, où ils étaient abattus d'une balle dans la nuque avec des pistolets de calibre 7,65 mm, sélectionnés pour leur faible recul afin de permettre une plus grande précision dans les exécutions prolongées. Les corps tombaient directement dans la fosse et les victimes suivantes devaient se positionner sur les cadavres encore chauds de celles qui les avaient précédés. Des villages entiers devenaient la cible de punitions collectives chaque fois que des unités de partisans attaquaient des convois ou des patrouilles allemandes. Cette pratique n'avait pas simplement pour but de venger les victimes, mais de semer la terreur systématique dans les communautés environnantes. Le village de Novie Kropki, à 70 km de Moscou, illustre ce modèle. Le 28 octobre 1941, après une embuscade qui coûte la vie à 5 soldats allemands, un bataillon d'infanterie encercle la ville à l'aube, bloquant toutes les voies de fuite. Ces 114 habitants étaient rassemblés sur la place centrale. Les hommes ont été immédiatement abattus, tandis que les femmes et les enfants ont été enfermés dans le grenier commun, qui a été arrosé d'essence et incendié. De toute la population, seule une jeune fille de 15 ans a survécu, ayant réussi à se cacher sous les cadavres dans la confusion initiale. Les exécutions n'avaient pas toujours lieu dans des endroits reculés. Les officiers allemands organisèrent fréquemment des massacres publics dans le cadre de leur guerre psychologique. Les civils étaient rassemblés de force et contraints d'assister à des pendaisons et à des fusillades, généralement de personnes âgées accusées d'avoir aidé des soldats soviétiques blessés ou de jeunes soupçonnés d'activités partisanes. Ces spectacles macabres utilisaient des éléments théâtraux délibérés, des banderoles avec des messages menaçants, de la musique militaire diffusée par des haut-parleurs et des harangues traduites expliquant les crimes présumés des victimes. Dans le village de Gzatsk, le 2 novembre 1941, des unités du 129e régiment ont fait marcher 22 hommes et femmes jusqu'au centre du village. Ils ont été méthodiquement pendus à des lignes électriques et des pancartes ont été apposées sur leurs vêtements sur lesquels on pouvait lire « Tel est le sort des traîtres ». Un photographe militaire a documenté la scène avec un appareil photo Leica, créant des images qui ont été diffusées parmi les officiers comme preuve du traitement approprié de la résistance. Ces mêmes photographies seront présentées des années plus tard comme preuve lors des procès de Nuremberg. Les rares survivants de ces massacres ont laissé des témoignages qui éclairent les dimensions de l'horreur souvent absentes des rapports militaires. Beaucoup d'entre eux se sont échappés en se cachant dans des greniers souterrains, des fossés gelés ou des forêts, se nourrissant de racines et d'écorces pendant des semaines tout en évitant les patrouilles de recherche. Leurs récits, méticuleusement compilés par le Comité extraordinaire soviétique d'enquête sur les crimes fascistes, constituent des documents inestimables sur l'expérience humaine face à la barbarie organisée. Anatoly Sazonov, alors âgé de 13 ans, a survécu à la fusillade de son village dans la région de Kalouga lorsque sa mère l'a recouvert de son propre corps au moment de la fusillade.
Il resta immobile parmi les cadavres pendant 2 jours, tandis que les soldats pillaient les maisons, jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à s'échapper en rampant dans un ravin gelé. Son témoignage, enregistré en 1944, décrit non seulement les événements physiques, mais aussi la transformation psychologique qu'a entraîné le fait d'être témoin de l'anéantissement de toute sa communauté. Le sort des prisonniers de guerre soviétiques représente peut-être le chapitre le plus sombre de cette barbarie systématique. Des dizaines de milliers de personnes ont été exécutées sans procès dans la banlieue de Moscou. Dans la seule région de Vyazma, plus de 20 000 prisonniers ont été abattus ou laissés mourir de faim dans des camps de fortune en plein air, sans eau, sans nourriture ni abri, contre les températures négatives. Les officiers allemands, suivant les instructions de Göring et de Keitel, classèrent les prisonniers en 2 catégories de base, aptes au travail et sacrifiables. Les premiers furent envoyés comme esclaves en Allemagne. Ces derniers étaient exécutés par les SS ou remis à des unités de police auxiliaires pour être éliminés. Parmi les critères déterminant cette classification fatale figuraient non seulement les conditions physiques, mais aussi les caractéristiques ethniques. Les prisonniers d'origine asiatique, caucasienne ou juive étaient systématiquement assignés au groupe des « jetables », quelles que soient leurs conditions physiques. Ces exécutions massives n'étaient que la première étape d'un système beaucoup plus vaste d'exploitation et d'extermination que le Reich allait mettre en œuvre à travers un réseau de camps de travail et de concentration, où des millions d'autres allèrent faire face à un sort tout aussi terrible mais plus prolongé. Esclaves du Reich, l'empire des camps de travail. Alors que la bataille pour Moscou faisait rage sur les lignes de front, une autre dimension du conflit, tout aussi horrible, se déroulait derrière les lignes ennemies. Le Troisième Reich a déployé un système de répression sans précédent dans les territoires occupés, incarné par un vaste réseau de camps de travail forcés où des millions de prisonniers de guerre soviétiques, de civils déportés, de femmes et d'enfants, ont été soumis à des conditions d'esclavage, de torture et d'extermination lente. Cet appareil répressif n'était pas un produit accidentel du conflit, mais une machine méticuleusement conçue pour exploiter jusqu'à la mort des populations considérées comme racialement inférieures. Les chiffres de l'extermination sont stupéfiants par leur ampleur. Sur les 5,7 millions de soldats soviétiques capturés pendant la guerre, plus de 3,3 millions ont péri en captivité, principalement au cours des 8 premiers mois de l'invasion. Ce taux de mortalité de 57% contraste fortement avec les 3,5% enregistrés parmi les prisonniers britanniques et américains, démontrant qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de pénurie logistique, mais plutôt d'une politique délibérée d'anéantissement. La mort en captivité résultait rarement d'exécutions directes, même si celle-ci se produisait. La méthode privilégiée était l'extermination par épuisement systématique. Faim extrême, travail forcé exténuant, exposition aux éléments et privation délibérée des besoins fondamentaux. Dans les soi-disant camps de transit, ou doulags, des dizaines de milliers de prisonniers étaient confinés dans des espaces ouverts entourés de barbelés, sans structure permanente, contraints de dormir directement sur le sol. Durant l'hiver, les prisonniers creusaient désespérément des trous dans le sol gelé comme abri de fortune, où ils mouraient écrasés par des glissements de terrain ou suffoqués par la neige accumulée. Le régime alimentaire dans ces camps était scientifiquement calculé pour conduire à la mort par famine progressive. La ration quotidienne moyenne d'un prisonnier soviétique se composait de 200 grammes de pain fabriqué à partir de déchets de moulins et de sciure et d'1 litre de soupe aqueuse sans réelle valeur nutritionnelle. Ces rations fournissaient environ 700 calories par jour, alors que le travail forcé et les conditions climatiques exigeaient un minimum de 2000 calories pour survivre. L'affaiblissement progressif a réduit la capacité immunitaire, rendant les prisonniers vulnérables aux épidémies de typhus, de dysenterie et de tuberculose qui ravageaient régulièrement les camps. Un rapport récupéré au Dulag 205 de Smolensk révèle le froid bilan de cette extermination. Des 24 000 prisonniers rassemblés là en novembre 1941, seuls 7 000 survécurent à l'hiver. Le document détaille méticuleusement les causes officielles de décès. 9 000 de causes naturelles, principalement la famine et la maladie. 5 500 tués lors de tentatives d'évasion, une catégorie qui dissimulait souvent des exécutions arbitraires, et 2 500 transférés pour un traitement spécial,
un euphémisme administratif pour les assassinats ciblés. Les survivants de ces premiers camps étaient envoyés dans des installations permanentes en Allemagne, en Pologne, en Autriche ou dans les territoires occupés eux-mêmes, où ils étaient exploités comme esclaves jusqu'à leur mort. Ces camps fournissaient des travailleurs gratuits pour l'industrie d'armement allemande, la construction de fortifications, l'exploitation minière et l'agriculture. La journée de travail standard variait de 14 à 16 heures par jour, sans repos hebdomadaire, dans des conditions climatiques extrêmes et sous surveillance armée. Le traitement était délibérément brutal. Toute réduction du rythme de travail était punie par des coups publics à l'aide d'instruments spécialisés tels que des câbles d'acier recouverts de cuir ou des matraques en caoutchouc durci qui maximisaient la douleur sans laisser de marques visibles. Les prisonniers qui s'effondraient 3 fois dans la journée recevaient une balle dans la nuque pour dissuader les autres. Certains camps ont mis en place des systèmes de productivité décroissante où les rations alimentaires diminuaient quotidiennement, créant un cycle mortel où la faim réduisait la capacité de travail et où une production plus faible justifiait des rations encore plus petites. Camp de Gross, Rosen, par un représentant du Comité international de la Croix-Rouge, décrit des conditions inhumaines. « Nous recevions une croûte de pain noir et du bouillon trouble comme seule nourriture quotidienne. Si vous cessiez de travailler, les gardes vous frappaient à coups de crosse de fusil jusqu'à ce que vous perdiez connaissance. Ceux qui tombaient 3 fois étaient séparés et ne revenaient jamais. Nous dormions à même le sol humide, infesté de poux et de rats qui piquaient les mourants pendant la nuit. Camp de Mauthausen en Autriche, classé dans la catégorie 3, gravité maximale, était particulièrement tristement célèbre. Ce complexe comprenait le tristement célèbre escalier de la mort, 186 marches abruptes dans une carrière de granit que les prisonniers devaient gravir en transportant des blocs de pierre, pesant jusqu'à 50 kg. Un garde, connu des prisonniers sous le nom de photographe, s'amusait à pousser les prisonniers épuisés du haut de la falaise, puis à photographier leurs corps mutilés sur ce que les survivants appelaient, ironiquement, le mur des parachutistes russes. Le système répressif ne se limitait pas aux combattants capturés. Les populations civiles des territoires occupés ont subi des déportations massives pour alimenter la machine esclavagiste du Reich. Dans les zones rurales, lors des opérations de pacification, des villages entiers ont été évacués de force. Après avoir séparé et exécuté les hommes en âge de servir dans l'armée, les femmes, les enfants dès l'âge de 12 ans et les personnes âgées ont été envoyés dans des camps de travail. Ces déportations se produisirent sous divers prétextes: suspicion de collaboration avec les partisans, réinstallation préventive ou simplement besoin de main-d'œuvre. Ces civils déportés se voyaient attribuer la classification administrative d'Ostarbeiter, travailleurs de l'Est, marquée d'un insigne spécial qui les distinguait, un patch rectangulaire avec les lettres OST sur fond bleu, obligatoire sur tous leurs vêtements extérieurs. Ils voyageaient entassés dans des wagons de marchandises scellés, conçus à l'origine pour transporter du bétail, où ils restaient jusqu'à 7 jours sans provisions adéquates. Beaucoup sont morts pendant le voyage, de déshydratation, d'hypothermie ou d'écrasement. Les survivants furent répartis dans les usines allemandes comme main-d'œuvre esclave pour l'industrie militaire. Des entreprises allemandes telles que Siemens, IG Farben, Daimler-Benz, Volkswagen et surtout Krupp ont largement utilisé cette main-d'œuvre esclave. Krupp a employé plus de 25 000 travailleurs forcés soviétiques en 1942 seulement, les logeant dans des baraquements de fortune à côté de ces usines industrielles. Les conditions de vie étaient volontairement précaires. Ils dormaient dans des couchettes à 3 niveaux sans matelas, avec des rations alimentaires inférieures à celles fournies aux autres travailleurs forcés européens, et étaient soumis à la violence constante de surveillants spécialement sélectionnés pour leur brutalité. Les femmes déportées ont été confrontées à des horreurs supplémentaires. Des documents internes de l'administration du camp décrivent des routines de sélection pour des services spéciaux, un euphémisme qui dissimulait des viols systématiques par des gardes, ou leur distribution en récompense aux unités SS. Les grossesses résultant de ces viols se terminèrent généralement par des avortements forcés ou des infanticides après la naissance. Dans certains cas, les nourrissons étaient séparés de leur mère pour des expériences d'élevage, dans des installations spéciales où leur potentiel de germanisation était évalué selon des critères raciaux pseudo-scientifiques.
Tous les prisonniers n'étaient pas destinés à un travail d'esclave prolongé. Dans de nombreux camps, notamment ceux directement gérés par les SS comme Majdanek ou Auschwitz III, Monowitz, d'importants contingents de soviétiques étaient systématiquement exterminés à leur arrivée. Sélectionnés au moyen d'inspections sommaires, ceux jugés inaptes au travail étaient directement conduits dans des centres d'extermination. Dans de nombreux cas, cette sélection était explicitement basée sur des critères raciaux. Les prisonniers présentant des caractéristiques asiatiques ou caucasiennes, ou identifiés comme juifs soviétiques, étaient automatiquement ciblés pour une élimination immédiate. Le Stalag 326, près de Paderborn, fut le théâtre de l'exécution systématique de plus de 65 000 prisonniers soviétiques. Les méthodes variaient selon les ressources disponibles: exécution dans des fosses préalablement creusées par les victimes elles-mêmes, gazage dans des chambres improvisées au monoxyde de carbone provenant des moteurs de camions, ou tout simplement abandon dans des zones clôturées sans nourriture ni eau jusqu'à la mort par inanition. Souvent, les coups de feu tirés lors d'exécutions de masse étaient délibérément imprécis pour économiser les munitions, ce qui faisait que les victimes étaient enterrées vivantes. La complicité des entreprises était essentielle au fonctionnement de ce système répressif. Les grandes entreprises allemandes n'acceptaient pas seulement des travailleurs esclaves, ils les demandaient souvent activement, en négociant avec l'administration du camp pour acheter des contingents humains pour des projets spécifiques. Les dirigeants étaient pleinement conscients des conditions génocidaires. Des documents internes d'I.G. Farben révèlent que la direction savait que l'espérance de vie moyenne d'un travailleur soviétique dans son usine de Monowitz était à peine de 4 mois. Au lieu d'améliorer les conditions de travail, l'entreprise a simplement demandé des remplacements réguliers, traitant les êtres humains comme des composants jetables dans ses machines de production. Chirurgien de l'enfer, expérience au nom du Reich. Dans l'ombre du Troisième Reich, alors que la guerre ravageait l'Europe, la médecine allemande succomba à sa plus profonde perversion. Sous la bannière de la recherche scientifique, des médecins et des universitaires prestigieux ont transformé les camps de concentration en laboratoires humains où des milliers de prisonniers soviétiques, ainsi que des Juifs, des Roms et d'autres groupes persécutés, ont été soumis à des expériences atroces. Cette aberration de l'éthique médicale n'est pas née spontanément du chaos de la guerre, mais représentait plutôt l'aboutissement logique d'une idéologie qui classait certains groupes humains comme matériel expérimental disponible. La justification invariable était l'avancement des connaissances scientifiques au profit du Reich. Dans ce contexte, des camps comme Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück et Sachsenhausen ont été en partie désignés comme centres de recherche expérimentale, où des programmes spécifiques ont été développés dans des conditions totalement non réglementées. Les victimes, en particulier les prisonniers soviétiques, étaient sélectionnés au moyen d'inspections qui évaluaient des caractéristiques telles que la force physique, l'âge ou des traits raciaux spécifiques en fonction des exigences de chaque expérience. Cette expérimentation n'était ni chaotique ni improvisée. Il a suivi des protocoles écrits avec des allocations budgétaires, des équipements spécialisés et du personnel technique de soutien. Les résultats ont été méticuleusement documentés dans des rapports diffusés parmi les instituts scientifiques nazis et même présentés lors de conférences privées pour les professionnels de la santé favorables au régime. Cette systématisation bureaucratique démontre le caractère institutionnel et non accidentel de ces crimes. Parmi les domaines d'expérimentation les plus meurtriers figuraient les tests d'armes chimiques et biologiques. À Dachau, l'unité qui abritait le programme le plus étendu de ce type, les médecins SS ont soumis des groupes de prisonniers soviétiques à une exposition contrôlée à des agents tels que le phosgène, le gaz moutarde et des composés de cyanure. Les sujets ont été placés dans des chambres scellées où des concentrations spécifiques de ces toxines ont été libérées tandis que les observateurs enregistraient les réactions à travers des fenêtres blindées. L'objectif déclaré était d'évaluer l'efficacité des équipements de protection et de déterminer les seuils de résistance humaine. À Sachsenhausen et à Buchenwald, des tests ont été effectués sur des agents pathogènes tels que le typhus, le choléra et la tuberculose. La méthodologie habituelle consistait à infecter délibérément les prisonniers par injection ou contamination alimentaire, puis à documenter la progression de la maladie sans intervention thérapeutique. Dans de nombreux cas,
Des autopsies en direct ont été réalisées. Des interventions chirurgicales exploratoires sans anesthésie sur des patients conscients pour observer les changements pathologiques des organes internes infectés avant la mort. Camp de Natzweiler-Struthof, en Alsace, une équipe dirigée par le professeur Otto Bickenbach a expérimenté le gaz phosgène sur des civils russes capturés, dont des femmes enceintes. L'objectif déclaré était de développer un antidote contre la Wehrmacht. Les sujets ont été exposés à des concentrations croissantes jusqu'à atteindre des niveaux mortels, tandis que les chercheurs enregistraient méticuleusement les symptômes, les temps de survie et les résultats post-mortem. Ces expériences furent documentées dans des rapports techniques récupérés par les troupes alliées en 1945, qui constituèrent plus tard des preuves cruciales lors des procès d'après-guerre. Parmi les expériences les plus tristement célèbres figurent les tests d'hypothermie menés à Dachau par le docteur Sigmund Rascher, un officier médical de la Luftwaffe. Le programme, officiellement intitulé « Expérience de survie en eau froide », visait à développer des méthodes efficaces pour réanimer les pilotes allemands abattus dans la mer Baltique ou la Manche. Les prisonniers soviétiques, sélectionnés pour leur supposée endurance physique, étaient immergés dans des cuves d'eau glacée, à des températures comprises entre -2 degrés Celsius et 3 degrés Celsius, jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance ou meurent. Les sujets ont été surveillés à l'aide de thermomètres rectaux et d'électrocardiogrammes à mesure que leur température corporelle diminuait progressivement. Beaucoup ont été délibérément laissés mourir pour établir des paramètres mortels. D'autres ont été utilisés pour tester des méthodes de réanimation expérimentales. Ces techniques comprenaient l'immersion dans l'eau bouillante, l'application de couvertures chauffantes ou même le réchauffement animal, obligeant les prisonnières à entrer en contact physique intime avec des victimes hypothermiques pour évaluer l'efficacité de la chaleur corporelle comme méthode de récupération. Un rapport confidentiel envoyé par Rascher au Reichsführer SS Heinrich Himmler détaille cliniquement: la plupart des sujets perdent connaissance en 31 minutes à une température corporelle de 38 degrés Celsius, 29 degrés Celsius, et décèdent après environ 80 minutes si la température descend en dessous de 26 degrés Celsius. La réanimation n'est efficace que si elle est pratiquée dans les 30 minutes suivant la perte de connaissance. Nous recommandons de poursuivre les essais avec un minimum de 100 sujets supplémentaires afin d'établir des paramètres statistiquement significatifs. Les programmes de stérilisation forcée constituaient un autre aspect particulièrement atroce de cette expérimentation. À Auschwitz et à Ravensbrück, les médecins Karl Kloberg et Horst Schumann ont développé des techniques de stérilisation de masse pour les femmes soviétiques et juives destinées à être appliquées ultérieurement aux populations jugées racialement indésirables dans les territoires conquis. Ils utilisaient principalement deux méthodes: des radiations X intensives dirigées vers les ovules et les testicules ou des injections intra-utérines de produits chimiques corrosifs qui détruisaient définitivement les tissus reproducteurs. Les conséquences furent dévastatrices. De nombreuses femmes moururent d'infections massives, d'hémorragies incontrôlables ou de perforations utérines. Les survivants sont restés stériles, souvent avec des douleurs chroniques et invalidantes et des dommages collatéraux aux organes adjacents. Kloberg rendait régulièrement compte de ses progrès à Himmler lui-même, se vantant d'avoir perfectionné une méthode qui permettrait de stériliser quotidiennement des centaines de femmes par une procédure qui ne nécessite que quelques minutes à peine par sujet. Parmi les procédures les plus extrêmes figuraient les tentatives de transplantation utérine forcée chez les femmes détenues, réalisées sans anesthésie et dans des conditions non stériles. Ces expériences, menées principalement à Ravensbrück sous la supervision du docteur Karl Gebhardt, avaient pour but de développer des techniques de réhabilitation reproductive des femmes allemandes ayant des problèmes de fertilité. La plupart des donneurs et des receveurs sont décédés pendant l'intervention ou dans les jours qui ont suivi d'un choc septique. Les quelques survivants ont souffert de séquelles permanentes et d'un traumatisme psychologique dévastateur. Buchenwald a accueilli un vaste programme de tests de poisons et de toxines visant à déterminer des méthodes d'élimination efficaces qui pourraient être mises en œuvre discrètement dans le contexte d'une occupation militaire.
Les prisonniers recevaient de la nourriture ou de l'eau contaminée par diverses substances, ciguë, arsenic, strychnine ou composés expérimentaux développés spécifiquement pour ces programmes. Les chercheurs ont méticuleusement documenté la durée d'action, la progression des symptômes et le niveau de détresse visible, en privilégiant les toxines mortelles mais relativement indolores pour faciliter les opérations secrètes. Parallèlement, des expériences impliquant une endurance physique extrême ont été développées, comme des tests de déshydratation sévère où les prisonniers étaient obligés de marcher pendant des jours sous un soleil de plomb sans accès à des liquides, ou l'ingestion forcée d'eau de mer pour étudier les effets de la salinité sur les organismes déshydratés. Dans d'autres variantes, des solutions salines hypersaturées ont été injectées directement dans la circulation sanguine pour induire une insuffisance rénale et étudier la progression des lésions organiques en extrayant régulièrement du tissu rénal sans anesthésie. Atmosphérique et d'altitude, menée dans la chambre hypobare de Dachau, était particulièrement atroce. Cette installation, conçue pour simuler des conditions de vol à haute altitude, soumettait les prisonniers à des décompressions rapides, équivalentes à des altitudes allant jusqu'à 20 000 mètres. Les sujets ont subi des douleurs atroces dues à l'expansion des gaz corporels, des embolies massives, des hémorragies pulmonaires et finalement une mort atroce. Ces expériences avaient pour but de résoudre les problèmes pratiques rencontrés par la Luftwaffe en matière d'éjection d'urgence dans les bombardiers à haute altitude. Bien que le taux de mortalité dans ces expériences ait été écrasant, certains survivants ont réussi à préserver leurs témoignages pour la postérité. Maria Ivanovna, capturée près de Smolensk et envoyée à Ravensbrück, a survécu à une expérience de stérilisation chimique. Son récit, recueilli par des enquêteurs soviétiques en 1946, décrit « Ils m'ont attaché à une table en métal. Un liquide brûlant m'a brûlé de l'intérieur. Je ne pouvais pas crier car je me mordais la langue de douleur. Après cela, je n'ai pas pu marcher pendant des semaines. La douleur n'a jamais complètement disparu et avec elle, la possibilité d'avoir des enfants. » Léonid Voronov, un soldat de l'armée rouge capturé à Vyazma et envoyé à Dachau, a survécu à une expérience d'hypothermie. Son témoignage, présenté lors du procès médical de Nuremberg, révèle la déshumanisation absolue de ces pratiques. J'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. Chaque cellule hurlait. J'ai uriné dessus de manière incontrôlable. J'ai vomi. J'ai perdu connaissance. Je n'ai su que j'étais encore en vie qu'après avoir ouvert les yeux dans une mare de mon propre sang. Le médecin a noté cela dans son carnet, irrité que je ne sois pas morte selon ses calculs. Ces témoignages, ainsi que des milliers de documents médicaux récupérés après la libération des camps, ont constitué des preuves essentielles pour le procès des médecins, qui s'est tenu à Nuremberg entre décembre 1946 et août 1947. Lors de ce procès, 23 médecins et administrateurs ont été accusés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour leur participation à des expériences non consensuelles et mortelles sur des êtres humains. Les preuves étaient accablantes. Des rapports scientifiques détaillés, des photographies des procédures, des organes conservés dans du formaldéhyde comme spécimens intéressants et des témoignages de survivants et de personnel auxiliaire qui avaient été témoins de ces horreurs. Sur les 23 accusés, 7 ont été condamnés à mort, dont Karl Brandt, médecin personnel d'Hitler et commissaire du Reich à l'hygiène et à la santé, et Waldemar Hoven, médecin-chef à Buchenwald. D'autres ont été condamnés à des peines de prison que, de manière significative, beaucoup n'ont pas purgées entièrement en raison de commutations ultérieures. À la suite directe de ce procès, le Code de Nuremberg a été rédigé, un document pionnier dans l'histoire de la bioéthique qui a établi pour la première fois les principes fondamentaux de l'expérimentation sur les êtres humains. Le consentement éclairé volontaire, l'absence absolue de coercition, la minimisation des souffrances inutiles, la proportionnalité entre les risques et les bénéfices potentiels, la liberté du sujet de mettre fin à sa participation et une interdiction catégorique des expériences qui pourraient entraîner la mort ou des dommages permanents sans justification thérapeutique directe pour le participant. Le début de la fin, la défaite qui a brisé Hitler. La bataille de Moscou, qui s'est déroulée entre octobre 1941 et janvier 1942, a marqué le premier échec stratégique majeur de la Wehrmacht au cours de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà d'un revers tactique, il marqua le début d'un effondrement progressif qui allait définitivement modifier le cours du conflit mondial.
La défaite allemande a révélé des vulnérabilités critiques dans une machine de guerre qui jusque-là semblait invincible. Le 2 octobre 1941, l'offensive allemande finale sur Moscou débute sous le nom de code Opération Typhon. Hitler et son haut commandement étaient pleinement convaincus qu'un coup décisif contre la capitale soviétique conduirait à l'effondrement complet du régime stalinien. La première phase semble confirmer cet optimisme. Les formations blindées du groupe d'armées centre avancent rapidement, capturant des centaines de milliers de soldats soviétiques dans les gigantesques poches d'encerclement de Vyazma et de Bryansk. L'armée rouge, apparemment démoralisée, subit des pertes catastrophiques alors qu'elle se repliait vers des positions toujours plus proches de Moscou. Cette avancée apparemment inéluctable se heurte bientôt à un obstacle imprévu, la Rasputitsa, la saison des pluies d'automne qui transforme les routes russes en marécages impraticables. Le sol boueux immobilisait peu à peu les machines allemandes, les chars étaient coincés jusqu'aux essieux, les camions de ravitaillement ne pouvaient plus avancer et l'infanterie était obligée de transporter des munitions et du matériel sur des kilomètres de terrain pratiquement impraticables. Les conséquences logistiques furent immédiates et graves. Les lignes d'approvisionnement déjà surchargées se sont complètement effondrées. Les unités avancées ont commencé à signaler des pénuries critiques de munitions, de carburant, de nourriture et de médicaments. Les réparations du matériel étaient impossibles en raison du manque de pièces de rechange, réduisant progressivement la capacité opérationnelle des formations blindées qui constituaient le fer de lance de l'avancée. Lorsque la boue finit par geler avec l'arrivée des premières gelées, le même hiver qui avait déjà dévasté les unités avancées devint un facteur décisif contre l'ensemble du front allemand. Les déficiences logistiques et en équipements hivernaux, déjà évidentes dès le début de la campagne, compromettaient désormais la capacité opérationnelle de l'ensemble du groupe d'armées centre. En revanche, sur ordre direct de Staline, des divisions sibériennes spécialement entraînées au combat hivernal furent transférées d'Extrême-Orient. Ces soldats, équipés d'uniformes thermiques spéciaux, de skis et d'armes conçus pour opérer dans des températures extrêmes, constituaient le fer de lance de la contre-offensive soviétique méticuleusement préparée. Fin novembre 1941, les forces avancées allemandes atteignent Khimki, une banlieue située à seulement 30 km du Kremlin. Depuis des positions élevées, les officiers allemands pouvaient voir les dômes dorés de Moscou à travers leurs jumelles. Cela représentait le point de pénétration maximal et le moment exact où l'avancée s'arrêtait complètement. L'usure accumulée, les conditions extrêmes et une résistance de plus en plus organisée avaient épuisé l'élan offensif allemand. La détérioration de la situation a créé les premières fissures sérieuses entre Hitler et ses commandants sur le terrain. Des généraux expérimentés tels que Guderian, von Kluge et von Bock recommandèrent fortement un retrait tactique vers des positions défensives mieux consolidées où les troupes pourraient se regrouper, recevoir des fournitures et de l'équipement divers et se préparer à une nouvelle offensive au printemps. Hitler, cependant, rejeta catégoriquement toute retraite en émettant sa tristement célèbre directive « Pas de retraite » le 16 décembre 1941. Cet ordre, contraire à toute logique militaire dans les circonstances du moment, condamnait de nombreuses unités à être anéanties dans des positions intenables. Certains commandants, évaluant la situation désespérée, ont partiellement désobéi à ces instructions et ont autorisé des retraits limités pour sauver leurs hommes, risquant leur carrière et potentiellement leur vie en contrevenant aux ordres directs du Führer. Le 5 décembre 1941, au milieu d'une tempête de neige qui réduit la visibilité à quelques mètres, l'armée rouge lance sa première grande contre-offensive coordonnée. De nouvelles divisions sibériennes, appuyées par des formations de chars T-34 produits dans des usines délocalisées au-delà de l'Oural, attaquèrent simultanément plusieurs secteurs du front allemand surétendu. Le timing était parfaitement calculé. Le froid extrême affectait les Allemands mal équipés beaucoup plus sévèrement que les troupes soviétiques spécialement entraînées pour ces conditions. La contre-offensive soviétique surprend une Wehrmacht déjà épuisée et démoralisée. Dans plusieurs secteurs, les lignes défensives se sont complètement effondrées. L'interdiction par Hitler des retraites organisées a transformé ce qui aurait pu être une retraite disciplinée en une déroute chaotique. Des unités entières étaient isolées, encerclés par les forces soviétiques avançant rapidement sur leurs flancs.
Les routes de retraite étaient jonchées de véhicules abandonnés, d'équipements mis au rebut et de cadavres gelés. Lorsque le front se stabilise enfin à la fin de janvier 1942, le bilan de la Wehrmacht est catastrophique. Plus de 500 000 victimes, dont des morts, des blessés et des disparus. Plus de 1300 chars et véhicules blindés détruits ou abandonnés, des centaines d'avions abattus et des dizaines de divisions complètement détruites ou réduites à des fragments inopérants. L'impact psychologique a été tout aussi dévastateur. Le mythe de l'invincibilité allemande, soigneusement construit après une succession ininterrompue de victoires depuis 1939, s'était finalement effondré. À Berlin, les premières critiques internes de la stratégie d'Hitler commencèrent, bien qu'initialement limitées à des cercles militaires restreints. Le maréchal Fedor von Bock, commandant du groupe d'armées centre pendant la phase d'ouverture de la bataille, fut relevé de son commandement, initiant une purge progressive des généraux qui remettaient en question les décisions stratégiques du Führer. Paradoxalement, l'extrême brutalité mise en œuvre par les forces allemandes durant la campagne a fini par se retourner contre leurs propres intérêts stratégiques. Les massacres de civils, les déportations massives, la politique de la terre brûlée et les exécutions de prisonniers n'ont pas brisé la résistance soviétique, mais l'ont au contraire considérablement renforcée. Des millions de citoyens soviétiques, initialement réticents à l'égard du régime stalinien, ont uni leurs forces pour défendre leur patrie face à une menace existentielle évidente. Cette cohésion nationale a intensifié tous les aspects de la résistance. Le mouvement partisan s'est développé de manière exponentielle, des milliers de civils rejoignant des unités irrégulières qui attaquaient constamment les lignes d'approvisionnement allemandes. Les usines évacuées vers les régions de l'Est ont augmenté leur production à des niveaux sans précédent, travaillant sans interruption sous des slogans de sacrifice patriotique. Le nombre de volontaires pour le service militaire a augmenté massivement, fournissant des réserves humaines pratiquement inépuisables à l'armée rouge. Les conséquences stratégiques de la défaite de Moscou s'étendirent bien au-delà du front de l'Est. L'entrée en guerre des États-Unis, quelques jours seulement après le début de la contre-offensive soviétique, suite à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre, a radicalement transformé l'équation mondiale. L'Allemagne se trouve désormais confrontée à la perspective d'une guerre sur plusieurs fronts contre la combinaison des trois plus grandes puissances industrielles de la planète, les États-Unis, l'Union soviétique et l'Empire britannique. Cette nouvelle réalité a mis en évidence les vulnérabilités fondamentales de la stratégie allemande. Le Reich avait tout misé sur des victoires éclairs qui mettraient fin à la guerre avant que sa base industrielle, bien plus petite que celle de ses adversaires réunis, ne soit compromise dans une guerre d'usure prolongée. L'échec à Moscou signifiait précisément la matérialisation de ce scénario redouté. Un conflit prolongé où les avantages quantitatifs des Alliés finiraient par l'emporter sur les avantages qualitatifs temporaires de l'Allemagne. Le haut commandement allemand, contraint de reconsidérer sa stratégie après l'échec de Moscou, dirigea ses efforts vers des objectifs alternatifs en 1942. D'abord Stalingrad, puis les champs pétroliers du Caucase. Cependant, ces ajustements tactiques n'ont pas résolu le problème stratégique fondamental, l'incapacité de l'Allemagne à soutenir une guerre prolongée contre la coalition qui s'était formée contre elle. Chaque nouvelle offensive, même lorsqu'elle permettait des gains initiaux, ne faisait qu'étirer davantage les lignes logistiques déjà surchargées et disperser des forces de plus en plus rares. Pour la population soviétique, la victoire défensive à Moscou représentait bien plus qu'un succès militaire. Ce fut un moment psychologique crucial, transformant la terreur paralysante initiale de la machine de guerre nazie, apparemment invincible, en une détermination inébranlable. L'hiver 1941-1942, avec toutes ses souffrances indicibles, est devenu paradoxalement un symbole de résistance et de résilience nationale. La capacité à endurer des conditions qui avaient vaincu Napoléon et maintenant Hitler a renforcé un récit historique de l'exceptionnalisme russe qui transcenderait même le régime soviétique.